Après mon refus de lui céder mon héritage, ma mère a organisé une réunion de famille d'urgence. En arrivant, j'ai trouvé ses avocats, papier en main. J'ai souri et dit, parfait. Parce que je ne suis pas venu seul. L'enveloppe est de couleur crème, du genre qui coûte plus cher la feuille que ce que la plupart des gens dépensent pour une carte d'anniversaire. Elle repose au centre de la table de la salle à manger de ma tante Sylvie, une table qu'elle a elle-même restaurée il y a des années parce qu'elle disait que l'acajou avait mérité ses éraflures et n'avait pas besoin d'être remplacé, juste entretenu. Autour de cette table sont assis mes parents, mon oncle Vincent et un avocat nommé Maître Gérard Houry, qui a conduit 40 minutes depuis Lyon et a apporté avec lui un dossier cartonné, un tampon de notaire. Et un silence qui emplit la pièce comme l'air froid envahit une maison quand on laisse une fenêtre ouverte en janvier. Les mains de ma mère sont jointes sur ses genoux. Mon père regarde par la fenêtre. Maître Houry ouvre le dossier, et c'est à ce moment-là que tout ce dont ma famille était certaine depuis 11 mois commence, doucement et irréversiblement, à se défaire. Bienvenue sur Récit de vengeance tranquille. Je vais vous parler d'une femme nommée Solange, d'une table et de la manière très spécifique dont les gens qui se croient vainqueurs vous tendent parfois l'instrument de leur propre chute. Si c'est le genre d'histoire dont vous avez besoin aujourd'hui, et je pense que c'est peut-être le cas, abonnez-vous avant que nous n'allions plus loin. Vous ne voudrez pas manquer la fin de celle-ci. Je m'appelle Élise Dubois et je suis ingénieur en structure agréée. Je le suis depuis 14 ans. J'évalue les murs porteurs, le compactage du sol, le tassement des fondations. Je détermine ce qu'une structure peut supporter et ce qu'elle ne peut pas. C'est un travail qui récompense la patience et la précision, et qui punit les suppositions. Je mentionne cela parce que ça a façonné ma façon de voir tout ce qui s'est passé et la manière dont j'ai attendu. Ma grand-mère, Solange Dubois, vivait à 11 km de mon appartement dans une maison qui sentait la cardamome et le vieux papier. Elle avait 81 ans et était veuve depuis 2 décennies. Elle avait grandi dans une maison de 2 pièces dans la région de Pondichéry, sans électricité jusqu'à l'âge de 9 ans. Elle avait immigré avec mon grand-père en 1974 avec 400 € et 2 valises et avait passé les 40 années suivantes à faire précisément ce qu'elle avait dit qu'elle ferait, s'assurer que ses enfants ne sauraient jamais ce que c'est que d'avoir faim. Mes parents et mon oncle Vincent considéraient cela comme leur dû. Je l'ai pris comme une leçon. Chaque dimanche, je conduisais chez Maminou. J'apportais les courses. Je m'asseyais à la table de sa cuisine. Un meuble en acajou foncé, marqué sur un bord là où elle avait une fois posé une poêle en fonte chaude en préparant de toutes pièces un bouillon poivré, le bouillon fin et épicé qui, disait-elle, était la seule chose que sa propre mère lui avait apprise et qu'elle n'avait jamais améliorée. Nous mangions ensemble. Nous parlions. Elle me racontait des histoires sur le quartier en 1981, sur le jardin qu'elle avait eu avant que ses genoux ne rendent l'agenouillement impossible, sur les mauvaises blagues et le chant encore pire de mon grand-père. Mes parents lui rendaient visite à Noël, parfois pour son anniversaire. Vincent appelait quand il avait besoin de quelque chose. Solange m'a dit un jour pendant que nous faisions la vaisselle, ceux qui prennent le plus sont toujours ceux qui sont les plus convaincus de le mériter. Je ne lui ai pas demandé d'explication. J'ai juste continué à essuyer la vaisselle. Quand Maminou est tombée et s'est fracturé la hanche en octobre, c'est moi qui l'ai conduite à l'hôpital de la Croix-Rousse et qui ai attendu dans la salle d'attente pendant 6 heures. C'est moi qui ai parlé au docteur Chartier de l'opération, du protocole de récupération, de la probabilité d'une restauration complète de la mobilité. 62%, a-t-il dit, pour une femme de son âge et de sa condition. Il l'a dit comme si c'était une consolation. Je l'ai noté dans mon carnet. 62%. Puis j'ai écrit, lui trouver le meilleur kinésithérapeute dans un rayon de 15 km. Mes parents sont arrivés à l'hôpital le lendemain matin. La première question de ma mère ne concernait pas l'opération. Elle concernait la maison. Nous devrions discuter des arrangements, dit-elle. Elle ne peut pas rester seule. Elle ne le sera pas, ai-je dit. Tu ne peux pas le faire toi-même. Tu as un travail. Je sais ce que j'ai. C'est alors que ma mère a dit la chose qu'elle avait apparemment envisagée depuis qu'elle avait quitté l'autoroute. Ton père et moi avons discuté. Si maman vient vivre avec nous, il est logique que nous ayons accès à ses comptes pour la gestion. Pour les frais de soins. Elle a dit gestion. Elle a dit frais de soins. Elle l'a dit dans le couloir de l'hôpital 14 heures après l'opération de la hanche de sa mère. Et j'ai remarqué que sa voix avait cette platitude particulière d'une personne qui récite quelque chose de répété. J'ai dit, Maminou peut parler pour elle-même.
Elle a 81 ans, Élise. Et elle est parfaitement lucide. Je ferai attention aux arguments que tu construis. La mâchoire de ma mère s'est crispée. C'était la chose la plus proche d'une perte de sang-froid de sa part dans un espace semi-public. Ils ont organisé un dîner de famille la semaine suivante pour discuter de l'avenir de maman. L'invitation m'a été transmise par mon oncle Vincent, qui a ajouté, comme s'il lisait une liste, qu'il serait utile que je vienne, sans mon attitude. Je me souviens être debout au comptoir de ma cuisine, lisant son SMS et pensant à ce que Maminou avait dit sur ceux qui prennent le plus, toujours les plus certains de le mériter. J'y suis allé parce que Maminou m'a demandé de venir, et parce qu'elle l'a dit avec le poids spécifique d'une femme qui a pris une décision et qui a besoin d'un témoin. Le dîner avait lieu chez mes parents. Ma mère avait préparé un bœuf bourguignon, la version élaborée du dimanche avec des épices entières et du bon vin, le genre de repas qui signale une occasion spéciale ou une prise de possession. 1, 2, 3. Maminou était assise au bout de la table, sur la chaise avec des accoudoirs à cause de sa hanche. Elle mangeait avec précaution. Elle n'a pas beaucoup parlé pendant la première heure. Mon père a ouvert la conversation en disant qu'ils avaient parlé à un conseiller financier, un détail offert comme une preuve, et qu'il était logique, d'un point de vue de la planification successorale, de consolider les comptes maintenant, pendant que maman était en assez bonne santé pour signer. En assez bonne santé pour signer, répéta Vincent, hochant la tête comme s'il y avait pensé lui-même. Maminou posa sa cuillère. Combien y a-t-il sur les comptes, demanda-t-elle. Mon père cligna des yeux. C'est. Il faudrait qu'on regarde. Je sais exactement combien il y a dessus, dit-elle. Je vous demande si vous le savez. La pièce fut silencieuse un instant. Mon cousin Antoine, le plus jeune de Vincent, regardait la nappe. Ma mère dit doucement, « Maman, il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de s'assurer que tu es protégé. » Par qui, demanda Maminou. Personne ne répondit. J'ai dit, j'aimerais que tout arrangement soit examiné par un avocat indépendant. La voix de mon père est devenue froide. C'est une affaire de famille. Alors, elle devrait pouvoir survivre à l'examen d'un avocat de famille. C'est alors que mon père a dit, assez fort pour qu'Antoine sursaute, que j'avais toujours rendu les choses difficiles, que je me croyais meilleur que tout le monde, que ma grand-mère avait été sa mère bien avant d'être ma cause, et que si je ne pouvais pas participer de manière constructive. Il préférait que je ne participe pas du tout. Les mains de Maminou s'immobilisèrent sur la table. Elle me regarda, non pas avec détresse, mais avec confirmation. Je me suis levé. J'ai dit, Maminou, je m'en vais. Tu es la bienvenue si tu veux venir avec moi. Elle mit 11 secondes à se lever, j'ai compté, prit son sac à main et se dirigea vers l'endroit où je me tenais près de la porte. Ma mère a prononcé son nom, c'est comme un ordre. Maminou fit une pause. Je viendrai vous voir, dit-elle à ma mère, quand je serai invitée en tant qu'invité. Antoine faillit dire quelque chose. Je l'ai vu, sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Il a de nouveau baissé les yeux vers la nappe. J'ai ramené Maminou à la maison. Aucune de nous n'a parlé jusqu'à ce que je me gare dans son allée. Tu n'étais pas obligé de faire ça, dit-elle. Je sais, ai-je répondu. Je le voulais. Elle a hoché la tête une fois, comme si elle classait l'information. Maminou est venue vivre avec moi 3 jours plus tard. Elle a apporté 2 valises, une boîte d'ustensiles de cuisine et une petite malle en acier, un vieux verre foncé, avec un loquet qui nécessitait une pression latérale particulière pour s'ouvrir, qu'elle a placé dans le coin de la chambre d'amis sans en parler. J'ai réorganisé ma 2e salle de bain pour elle avec des barres d'appui. Je les ai installées moi-même un samedi matin. 3 barres, de qualité médicale, 47 € chacune, au Bricorama de Caluire. J'ai reprogrammé 2 visites de chantier pour m'adapter à ses rendez-vous de kinésithérapie les mardis et jeudis. Je la conduisais à l'aller et au retour. Nous écoutions de vieilles chansons françaises dans la voiture parce qu'elle les aimait et parce que j'apprenais à les aimer. Mes parents ont appelé une fois le 1er mois. Ma mère a dit, avec la douceur particulière de quelqu'un qui sait avoir déjà perdu une position, qu'il s'inquiétait du fardeau que cela représentait pour moi. Je gère, ai-je dit. Elle devrait être avec sa famille. Elle l'est. Le 2e appel est venu de Vincent. Il a dit que Maminou avait des bijoux de valeur et que l'intention de la famille avait toujours été qu'ils soient partagés équitablement, et qu'il espérait que je comprenais la complexité.
Envoyez votre position par écrit, ai-je dit. Mon avocat répondra. Il n'a plus appelé. La kinésithérapeute de Maminou était une jeune femme nommée Bénédicte, qui avait la patience de quelqu'un ayant choisi son travail avec une grande délibération. En décembre, Maminou pouvait marcher jusqu'au bout de la rue et revenir sans son déambulateur. Elle en était ravie, de la manière particulière de quelqu'un qui a gagné chaque petit progrès. Elle m'a dit un soir, alors que nous préparions le dîner, elle insistant pour hacher les oignons car elle disait que je tenais le couteau comme une ingénieure, ce qui signifiait apparemment mal, le corps se souvient de ce qu'il a su un jour. Il suffit de le lui rappeler. Sur le comptoir à côté des oignons se trouvait la malle en acier. Elle l'avait descendue ce matin-là sans explication. Le loquet avait une petite bosse dans son coin que je m'étais surprise à regarder chaque fois que je passais devant. S'il y a une partie de vous qui se demande si l'histoire de Maminou se termine là où elle le voulait, abonnez-vous maintenant pour que le reste de l'histoire vous trouve quand elle sera prête. Solange Dubois est décédée un mardi de mars dans son sommeil, 9 mois après être venue vivre avec moi. La cause était un AVC. Elle s'était couchée la veille après avoir mangé le bouillon qu'elle avait préparé elle-même, celui qu'elle disait n'avoir jamais amélioré, et elle m'avait dit à la table de la cuisine. La vieille table en acajou que j'avais déplacée de chez elle après qu'elle me l'ait demandé parce qu'elle disait qu'elle devait être là où se faisait la cuisine, qu'elle avait fait tout ce qu'elle avait l'intention de faire. Je ne savais pas alors ce qu'elle voulait dire. Je l'ai découvert 4 semaines plus tard, lorsque Maître Houry a appelé. Il était l'exécuteur testamentaire de son testament. Elle l'avait engagé en 2019, 3 ans avant sa fracture de la hanche, 3 ans avant le dîner, 3 ans avant la première conversation de mes parents sur l'accès au compte. Et elle avait mis à jour le document 2 fois depuis. La dernière mise à jour était datée de septembre de l'année précédente, 6 semaines après qu'elle soit venue vivre avec moi. Maître Houry m'a demandé si je pouvais faire en sorte que mes parents et mon oncle soient présents pour une lecture. J'ai dit oui. J'ai fixé cela un samedi après-midi dans la maison de Maminou, qui était toujours à son nom. J'ai placé la malle en acier sur la table en acajou au centre de la salle à manger. J'ai fait du thé et j'ai sorti des tasses, car elle aurait voulu cela. Quand ils sont arrivés, mes parents et Vincent se sont assis sur les chaises d'un côté. Je me suis assise en face d'eux. Maître Houry s'est assis en bout de table. Il a ouvert le dossier. La succession, a-t-il expliqué, comprenait la maison de la rue du Lac, évaluée à 340 000 euros. 3 comptes de placement totalisant 218 000 euros, qui avaient été ouverts au seul nom de Solange en 1998 et n'avaient jamais été des biens communs, un compte d'épargne avec 44 000 euros, et un fonds de prévoyance de ses années de travail dans l'entreprise textile avant sa retraite, évalué à 31 000 euros. Total, 633 000 euros. Ma mère a dit, ce n'est pas possible. Maître Houry a répondu que c'était correct et documenté. Mon père a dit, assez fort pour que cela porte, ces comptes étaient censés être des comptes familiaux. Elle l'a dit. Elle l'a toujours dit. Elle a dit, répondit Maître Houry sans la moindre inflexion, que les comptes étaient pour la famille. Le testament précise la répartition. À Vincent, le fonds de prévoyance, 31 000 euros net d'impôts. À mes parents, 40 000 euros, détenus en fiducie pour des frais médicaux documentés. Le reste, 562 000 euros, la maison et tout son contenu, à Élise Dubois, à une condition, que la table de salle à manger en acajou ne quitte jamais la famille. La voix de ma mère se brisa, non pas de chagrin, mais d'autre chose. Le son que fait une structure lorsqu'une hypothèse de charge portante s'effondre. Les mains de mon père s'immobilisèrent. Vincent fixait la table. Son visage fit ce que font les visages quand une personne comprend qu'elle n'est pas celle qu'elle croyait être. Ce moment, je veux être précise à ce sujet, je ne l'ai pas trouvé satisfaisant. Cela ressemblait à de la douleur. C'était de la douleur. Il n'était pas un monstre. C'était un homme qui s'était raconté une histoire pendant 40 ans et à qui on venait de remettre la version révisée. J'ai ouvert la malle en acier. À l'intérieur, des lettres, des documents, des photographies et un seul papier plié sur le dessus. L'écriture de Solange, en français, datée de novembre dernier. Maître Houry avait déjà lu et notarié une version. Mais j'ai lu l'original à haute voix. Tout ce que j'ai, je l'ai gagné. Tout ce que j'ai donné était un cadeau, pas une obligation. Un cadeau offert librement ne devient pas une dette envers les enfants du donateur. Élise a compris cela. La table a toujours été la sienne. J'ai regardé mes parents.
J'ai dit, elle m'a dit un jour que ceux qui prennent le plus sont toujours les plus certains de le mériter. Je pense que vous devriez savoir. Elle m'a dit ça dans cette maison, à cette table, en 1997. Elle pensait déjà à ça. Le mot « mériter », le mot qu'ils avaient utilisé pendant 11 mois à propos des comptes, des bijoux et des arrangements, le mot qui était maintenant devenu l'instrument de la lecture à laquelle ils venaient d'assister. La procédure judiciaire a duré 4 mois. Maître Houry a déposé le testament pour homologation. L'avocat de mes parents a contesté la dernière modification du testament, arguant d'une influence indue. 4-5. Le tribunal a demandé des preuves. Il n'y en avait aucune, seulement la documentation des 2 mises à jour antérieures de Maminou, toutes 2 antérieures à mon implication, et sa déclaration signée et attestée de pleine capacité de son médecin, datée du même mois que la modification. 6-7. La contestation a été rejetée. Avant la décision, j'ai appelé mon père. Je lui ai dit que j'étais prête à discuter d'un règlement à l'amiable s'il acceptait, avec ma mère, de rencontrer une partie neutre et d'accepter certaines conditions. Il a dit qu'il ne se ferait pas sermonner par sa propre fille sur les volontés de sa mère. Je l'ai remercié pour sa clarté et j'ai dit à Maître Houry de continuer. Vincent a accepté sa part et n'a pas contesté. Nous ne nous sommes pas parlé depuis, mais Antoine, son plus jeune, celui qui avait failli dire quelque chose à ce dîner, m'a appelé 2 mois plus tard. Nous avons pris un café. Il m'a dit qu'il avait réfléchi à ce qui s'était passé. Il n'en a pas dit beaucoup plus. Je n'en avais pas besoin. Je n'ai pas vendu la maison de la rue du Lac. Je la loue à un jeune couple, Léa et Raphaël, qui attendent leur premier enfant en août. Léa a demandé si elle pouvait planter des œillets d'Inde le long de l'allée. J'ai dit oui. J'ai dit que Maminou aurait aimé ça. La table en acajou est maintenant dans ma cuisine. J'ai dû réorganiser légèrement la pièce pour qu'elle y entre. J'ai déplacé l'îlot central de 45 cm vers la fenêtre, mais elle est à sa place. Le bord marqué par la poêle en fonte est toujours visible d'un côté. Le dimanche matin, je prépare du bouillon. Je le fais à partir de la recette que Maminou gardait sur une fiche, de sa propre écriture. Et je ne suis toujours pas aussi doué qu'elle, mais j'apprends. La semaine dernière, pour la première fois, l'odeur était la bonne. Elle m'avait dit que la table devait être là où se fait la cuisine. C'est là qu'elle est. La dignité tranquille ne s'annonce pas. Elle s'accumule, choix après choix, année après année, dans la fidélité sans histoire de répondre présent. Parfois, elle laisse quelque chose derrière elle. Parfois, ce quelque chose change tout. S'il y a quelqu'un dans votre vie qui est discrètement négligé, appelez-le aujourd'hui. Pas un SMS, un appel. Demandez si vous pouvez passer. Asseyez-vous à la table qu'il a, quelle qu'elle soit.